Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Juste après la pause, ça va être une tournée justement parmi la presse africaine. La presse consacrée à l'Afrique, on commence justement avec la ministre de l'Industrie égyptienne, Nivine Guéma, qui a présenté justement le président Abdel Fattah el-Sisi au coup d'envoi du système électronique panafricain et justement de paiement et de règlement, le PAPSS de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, tenu à Accra en présence du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. La cérémonie, placée sous le thème « Lier les paiements et accélérer le commerce en Afrique », vise à optimiser le profit tiré de ce système et de chercher à réaliser l'intégration commerciale dans les pays du continent africain. Le Monde écrit l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé hier à son domicile à Bamako. C'est ce qu'a affirmé un membre de sa famille. Cette information a été confirmée par plusieurs membres de la famille et de l'entourage de M. Keïta, mais la cause du décès n'a pas été précisée. Élu président du Mali en septembre 2013, il avait été renversé en août 2020. Il était âgé de 76 ans. Ibrahim Boubacar Keïta avait été Premier ministre de 1994 à 2000 sous la présidence d'Omar Konaré. Justement, comme je viens de vous le dire, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est décédé dimanche matin à 9 h à son domicile à Bamako. Cette information a été confirmée par plusieurs membres de la famille et de l'entourage de M. Keïta, mais la cause du décès n'a pas été précisée. Les détails tout de suite dans ce commentaire. Malienne a annoncé qu'un programme des obsèques d'Ibrahim Boubacar Keïta serait annoncé ultérieurement. Dimanche après-midi, la résidence de l'ancien président située dans le sud-ouest de la capitale était le théâtre d'un intense ballet de voitures de personnalités venues présenter leurs condoléances. Dans un message sur Twitter, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, s'est dit très attristé par la disparition d'Ibeka. L'ex-président du Niger, Mamadou Issoufou, camarade du défunt au sein de l'internationale socialiste, a salué un homme cultivé, un grand patriote et un panafricaniste. Entamé en septembre 2013, la présidence d'Ibeka, comme il était couramment appelé, a largement coïncidé avec la tourmente dans laquelle le Mali a été plongé depuis 2012. En août 2020, il a été renversé par des militaires qui défient aujourd'hui une partie de la communauté internationale. Monsieur Keïta, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante lors des 2 mandats d'Alpha Oumar Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Ibeka a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Il se présente à l'élection présidentielle de 2002 mais n'arrive qu'en 3e position. Amadou Toumani Touré, dit ATT, un militaire à la retraite, l'emporte au second tour puis se fait réélire dès le premier tour en 2007 devant Ibeka. ATT est renversé en 2012 par un putsch censé enrayer la déroute de l'armée face aux rebelles indépendantistes et terroristes dans le nord. À l'élection présidentielle de 2013, après l'intervention internationale lancée à l'initiative de la France contre les terroristes, Ibeka, considéré comme un recours, tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne. Il est réélu en 2018 face à Soumaïla Cissé, leader de l'opposition mort en décembre 2020 du Covid-19. Sa présidence est marquée par une insurrection terroriste liée à Al-Qaïda dans le nord du pays. Des accusations de corruption, des élections législatives contestées et une économie en crise finissent par conduire plusieurs dizaines de milliers de personnes à manifester dans les rues de la capitale malienne en 2020 pour réclamer son départ.
Le coup d'État qu'il a renversé le 18 août 2020 a été suivi d'un deuxième en mai 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser à la fin du mois de février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. Outre la grave crise sécuritaire et politique que connaît le pays depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes terroristes en 2012, le Mali a été aussi confronté depuis une semaine à de lourdes sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le porte-parole du gouvernement Mohamed Ibrahim Maulawi a été blessé dimanche selon Voice of Africa et ce dans une attaque suicide des terroristes Chebab contre sa voiture à Mogadiscio en Somalie. C'est ce qu'ont affirmé les services du Premier ministre et la police. Selon un communiqué issu du bureau du Premier ministre, le porte-parole du gouvernement fédéral somalien a été blessé dans une attaque terroriste. Ses blessures ne sont pas graves et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Donc, M. Musegel Youssef a été désigné président du comité électoral somalien. Tout juste élu, Musegel Youssef aura la lourde tâche d'organiser les élections du pays dont le scrutin devait s'achever l'année dernière. Dalia Karam vous propose plus de détails. L'électorat somalien a nommé un nouveau président. Les membres de l'équipe fédérale ont désigné Musegel Youssef pour le poste, son prédécesseur ayant été écarté après avoir été accusé d'être à l'origine d'irrégularités électorales. Tout juste élu, il aura la lourde tâche d'organiser les élections du pays dont le scrutin devait s'achever l'année dernière. Le candidat perdant a obtenu 11 voix tandis que Musegel Youssef a obtenu 14 voix, a déclaré le vice-président de l'équipe de mise en œuvre des élections fédérales de Somalie. Il est donc désormais le nouveau président de l'équipe de mise en œuvre des élections fédérales en Somalie. Il y a quelques jours, les États-Unis ont menacé d'émettre des sanctions si le pays ne respectait pas la nouvelle échéance électorale du 25 février. Le mandat du président étant officiellement terminé depuis février 2021. Musegel Youssef a ajouté qu'en ce qui concerne l'élection longtemps retardée et la nouvelle échéance électorale qui est un grand défi pour eux, ils étaient engagés à commencer rapidement et à respecter cette nouvelle échéance si Dieu le veut. Les puissances mondiales redoutent que ce retard d'élection en plus des différends entre le président et le premier ministre n'entraîne de nouveaux troubles dans le pays. La Somalie n'a pas eu de gouvernance stable depuis près de 30 ans. Au quotidien Le Monde qui écrit, quelques centaines de Maliens se sont rassemblés samedi à Paris pour protester contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales contre la junte au pouvoir à Bamako. Les décisions de la CEDEAO à l'encontre de la junte au Mali punissent le projet des militaires de continuer à gouverner pendant plusieurs années et l'engagement revoqué d'organiser en février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du pays. Voilà, retour aux nouvelles locales, puisque le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a prononcé samedi un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, par visioconférence lors de la réunion de leur organe élargi du bureau du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu sous la présidence du président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et actuel président de l'Union africaine. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Gafar, qui est un expert justement en économie, qui est aussi un analyste politique. Bonjour Monsieur Raouf Gafar. Bonjour. Voilà, l'Égypte fournira toute l'assistance possible à ses frères africains. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, fasse une telle déclaration. Justement, quand on parle en précision de justement d'un certain nombre de questions liées au continent africain,
Quel regard tout d'abord vous portez justement sur cette dernière déclaration du chef de l'État et qu'a justement rapporté le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a prononcé justement le discours de l'Égypte devant justement la réunion de l'organe élargi du bureau du sommet de l'Union africaine? Je veux dire que c'était simplement une confirmation du rôle que l'Égypte joue envers l'Union africaine. Ça a commencé quand nous étions, l'Égypte, je veux dire, présidente de cette union, et puis ça a continué. Nous sommes toujours là pour nos confrères africains. Le Premier ministre, justement, il a déclaré que l'Égypte est toujours présente dans les forces de maintien de la paix. Exactement. Oui. D'un côté. De l'autre côté, elle exerce tous ses efforts et elle met toutes ses ressources pour entraîner et éduquer les Africains pour la lutte contre le terrorisme et le fanatisme qui se propage malheureusement dans le pays africain. Il a bien mentionné que les efforts du président Blé, étant donné que le Congo est à la tête de l'Union africaine cette année, il a bien parlé des efforts qui ont été exercés et que l'Égypte est toujours là pour tout ce que on demande, et ce n'est pas c'est une responsabilité, comme je viens de dire, que l'Égypte continue justement à pratiquer, étant donné que c'est un des pays, sinon le pays le plus important, disons, dans le continent africain. Très bien. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a parlé encore une fois de questions relatives à la paix, à l'instauration de la paix en Afrique. Il a rappelé la vision de l'Égypte vis-à-vis de cette question, mais il a aussi parlé d'une stratégie, de la nécessité de la mise en place d'une stratégie africaine claire pour éliminer la menace de l'extrémisme et justement du terrorisme du continent africain. Comme vous l'avez justement précisé, Dr Raouf Ghaffar, il s'agit aussi de cette force de maintien de la paix qui coopère et qui travaille en coopération avec les casques bleus, la mission de l'ONU justement en Afrique. Comment est-ce que c'est possible justement d'harmoniser les efforts pour parvenir à ceci, pour éliminer l'extrémisme, le terrorisme du continent africain? On doit dire que l'Égypte, sur ce plan, premièrement, elle a fait des efforts très, déjà, je veux dire, importants pour établir la paix et la sécurité dans toutes les zones qui étaient, on peut dire, chaudes, donc où il y avait des conflits. Et grâce aux efforts égyptiens, la paix a été établie, la sécurité a été établie dans beaucoup de régions africaines. On mentionne le Corne africain, on mentionne la Libye d'un côté, Soudan, Sud-Soudan et d'autres parties. Donc l'Égypte était toujours là derrière tous les efforts qui ont été exercés envers l'établissement de paix et sécurité dans les régions africaines différentes. Sur le plan extrémisme et fanatisme, comme vous l'avez bien dit, l'Égypte présente son expérience dans ce domaine pour essayer de transférer ces informations, cette technologie, si je veux dire, aux pays africains pour essayer justement finalement d'éliminer l'existence de ce mouvement, mais en principe pour essayer de le diminuer le plus possible. Et ces efforts continuent et ça va continuer jusqu'au jour où il y aura, espérons bien,
pas de fanatisme et pas d'extrémisme dans tout le continent. Il y a le centre du Sahel et du désert qui se trouve au Caire, ou dont le siège se trouve au Caire. Quel rôle justement ce centre pourrait-il jouer pour trancher dans les litiges justement, mais aussi le maintien de la paix en Afrique? On répète, c'est-à-dire l'Égypte à plusieurs reprises a déclaré très clairement que elle avait suffisamment d'expérience dans ce domaine pour aider les pays africains à combattre tous les mouvements extrémistes dans leur pays, certainement aboutissant au terrorisme finalement, pour essayer de combattre ce phénomène qui vraiment endommage tous les pays africains dans lesquels il existe. Alors, encore une fois, le fait que l'Égypte joue ce rôle, je pense que tous les pays africains, ils doivent bénéficier de cette expérience, et je pense qu'ils font ça déjà, et je me répète, l'Égypte sera toujours prête à donner tous les aides et toutes les expériences aux pays africains pour essayer de mettre fin à ce malheureux phénomène. Très bien. Justement, lorsque vous parlez de l'Égypte, de l'entraînement, de l'expérience de l'Égypte, en fait, le chef de l'État a aussi insisté sur la formation de cadres. Encore une fois, on parle de formation de cadres, mais aussi de formation de cadres au niveau africain. Il y a quelques jours, l'Égypte a accueilli le Forum mondial de la jeunesse à Sharm el-Sheikh, certainement. Et quand on parle de la formation de cadres, certainement, on commence plus ou moins par la jeunesse. Le chef de l'État accorde une grande importance à la jeunesse. Et si ce forum a accueilli des jeunes du monde entier, il y avait une édition particulière qui a été consacrée aux jeunes africains il y a quelques années, quelques petites années. Justement, quel regard vous portez sur cette stratégie de l'Égypte et sur cette vision de l'Égypte qui s'adresse non seulement à sa jeunesse, mais aussi à la jeunesse africaine? Absolument. C'est compris que le continent africain, c'est un continent jeune. Plus de 70% de la population africaine sont des jeunes. Et dans le cadre de la pensée vers l'avenir, on doit donner l'importance aux jeunes. Ce sont les leaders de l'avenir, et la formation de cadres, non seulement en Égypte, mais dans tous les pays africains, par entraînement et par transmission de connaissances, etc., etc. Et c'est très important parce que ce sont ces jeunes gens-là qui vont gérer leur pays éventuellement. Et donc, ça, c'est la 4e édition du Forum de la jeunesse. Et vous pouvez remarquer que même le nombre de participants augmente d'une année à l'autre, ce qui veut dire que tous les pays africains sont de plus en plus intéressés à venir, à apprendre, à s'entraîner et à communiquer avec leurs collègues égyptiens et africains pour essayer justement de rendre service à leur pays. Et ce genre de forum aide, comme vous l'avez dit, à entraîner et à éduquer la jeunesse africaine et former les cadres nécessaires pour gérer leur pays dans les différents domaines, certainement. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Gaafar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, tout de suite, on enchaîne, on reste certainement avec l'Afrique, mais on enchaîne avec une jeune soudanaise. Il s'agit de Abdoulaye Oyai Dang. Justement, cette artiste soudanaise passe des heures dans son atelier pour soutenir et aider d'autres femmes artistes, surtout, en fait, les jeunes femmes peintres comme elle, pour que leur peinture soit vue par tout le monde. Oyai Deng est une artiste soudanaise. Depuis son plus jeune âge, la jeune femme qui passe des heures dans son atelier est passionnée par l'art.
Pas seulement le sien, car elle s'engage aussi en faveur d'autres jeunes artistes, surtout des jeunes femmes peintres comme elle. Ce qui est intéressant avec l'art, c'est que c'est un processus. Donc, ce n'est pas comme si un jour je me réveillais et que je devenais artiste. Mon père m'a encouragé à faire quelque chose de plus général, comme monter une entreprise. Donc, j'ai fini par faire des affaires, mais aussi d'un autre côté, c'est la même personne qui m'encourage toujours à peindre. Il me dit c'est un talent, mais aussi un parcours. Donc, je pense que la personne qui m'a vraiment beaucoup encouragée, c'est lui. Comme chaque fois qu'il voyageait, il venait avec des pinceaux et de la peinture et des choses comme ça. Et j'apprécie ça, explique la jeune femme. Né en Éthiopie, à la fin des années 80, Aboul est arrivé au Soudan du Sud avec sa grand-mère qui a été une grande influence dans sa vie et dans son art. Ce qui explique pourquoi les femmes sont un élément central dans ses œuvres. J'ai été élevée par des femmes, surtout en grandissant, bien sûr. Nous connaissons l'histoire du Soudan du Sud. Tous les hommes étaient sur le champ de bataille, donc à l'époque, mon père n'était jamais avec nous. C'est une chose inconsciente, j'ai été élevée par des femmes très fortes. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition d'Autour du Monde. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.